Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. On est le média pour les Français aux États-Unis, Canada et UK depuis maintenant 16 ans. On va parler aujourd'hui avec un expert habitué des webinaires de French Morning Media Group, Manuel Ravier. Il est investisseur IMO. À titre personnel et à titre professionnel, puisque c'est aussi son métier. Il a un peu plus de 20 millions d'euros avec son associé Michael Zonta d'immobilier à titre personnel et il a fait investir plusieurs centaines de milliers d'euros à ses clients. Aujourd'hui, c'est 2 millions, pardon. Aujourd'hui, c'est plus de 200 collaborateurs, donc bravo, et 6 bureaux dans toute la France. Et ce que je voulais aussi dire, c'est qu'une partie importante de la clientèle de Manuel est à l'étranger, donc il connaît bien les problématiques des expatriés. Vous connaissez le principe, hein, on fait 35-40 minutes pour essayer de vous donner un maximum d'informations générales. Et puis ensuite, on pose les questions à notre expert. Donc, vous pouvez les poser tout de suite. Pour les plus téméraires, je cache votre nom de famille, la webcam ne s'affiche pas, on entend juste votre voix, vous levez la main et puis je vous donne la parole. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez juste écrire votre question, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Zoom, et je poserai votre question directement. Allez, sans plus tarder, Manuel, je vais te laisser partager ton écran et puis on va démarrer la présentation. Je crois qu'il t'a muté à nouveau quand tu as fait ton partage d'écran. Je ne sais pas pourquoi. Je vais recommencer. Donc, voilà, là c'est bon. Donc, ouais, merci bon, Romain déjà. Merci pour la présentation et puis merci à vous tous d'être présents et de prendre du temps pour être sur ce meeting. Donc, on va démarrer. On va parler du marché immobilier français actuel de 2023 et on va voir comment et où investir dans l'immobilier en France. Pour ceux que ça intéresse, j'imagine tout le monde puisque c'est le thème du jour et que vous êtes présents. Donc c'est super. Alors, hop. Donc, si j'y arrive. Donc, qui je suis? Donc, moi, je suis diplômé en droit de l'immobilier et en droit des affaires. J'ai un double diplôme. J'ai 10 ans d'expérience, un peu plus de 10 ans d'ailleurs, dans l'immobilier, puisque j'ai démarré en 2012, juste après mes études, la création de cette société avec Michael Zonta, mon associé. On avait un rêve, celui d'accompagner les gens dans des investissements rentables. Et à l'époque, la seule chose qui existait, c'était l'investissement dans le neuf avec des dispositifs type Pinel. À l'époque, ce n'était pas forcément du Pinel, d'ailleurs, ça doit être du Cellier, qui peut être une option intéressante pour les résidents fiscaux français, mais qui est beaucoup moins intéressant que l'investissement dans l'ancien. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Et donc, on s'est dit, en partant de nos idées, on s'est dit comment on peut faire un investissement rentable, tout simplement en achetant un bien à rénover parce qu'on va avoir un prix décoté, en faisant des travaux pour créer de la valeur et en le louant en meublé et en le gérant derrière pour le louer, optimiser le loyer derrière, optimiser la fiscalité, on pourra en reparler également, et donc avoir un meilleur rendement sur le marché que ce qu'on aurait eu dans le neuf. Donc ça a commencé comme ça, à 2 sur un coin de table. Aujourd'hui, on est à peu près 200 collaborateurs répartis en France au sein de l'entreprise. À titre perso, comme l'a dit Romain, donc c'est pas pour vous dire j'ai beaucoup de biens, mais je suis également investisseur. C'est important pour nous, avec Michael, de vous dire qu'on est les premiers clients de l'entreprise, avec plus de 150 biens détenus et loués, ce qui représente un peu plus de 20 millions d'euros à peu près de valeur immobilière. Voilà, donc et on aide des gens à investir. Donc là, c'est les métriques de l'entreprise. Dans différentes régions en France, on a à peu près 25 implantations régionales. 10 ans d'existence, 200 collaborateurs, plus de 400 millions d'euros investis par nos clients, 4000 projets livrés et une vingtaine d'implantations régionales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une implantation régionale? On travaille, par exemple, à Paris, on va couvrir toute l'Île-de-France, donc autour de Paris. On travaille à Metz, Nancy, tout ce que vous voyez sur la carte, hein, Mulhouse, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Chambéry, Marseille, Toulon. Aujourd'hui, on avait d'ailleurs un webinaire sur la ville de Toulon, la ville qui a la plus grosse croissance des prix sur un an, puisqu'on est à plus de 13% d'augmentation des prix sur un an à Toulon, là, actuellement, au moment où je vous parle. On travaille sur la Côte d'Azur, Nice, Cannes, bien entendu toute la zone. On travaille sur Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Dax, Nantes, Rennes. On est à Brest également qui n'est pas noté, Caen, Orléans, Rouen et toute la région lilloise, Lille, Roubaix, Tourcoing, voilà, donc, et même Douai. Donc on est présent dans à peu près toute la France avec des équipes locales et on gère les projets de clients qui souhaitent investir et qui ne sont pas forcément sur place ou pas forcément disponibles. Alors Romain t'a dit qu'on avait beaucoup de clients expatriés, c'est vrai, on a à peu près 25% de notre clientèle qui est composée de non-résidents.
Donc 75% de notre clientèle qui est composée également de gens qui vivent soit sur place, soit dans d'autres villes en France. Et voilà. Et on accompagne environ 600 projets par an, 600 nouveaux clients par an dans des projets qui vont du studio jusqu'à l'immeuble entier qui peut comporter plusieurs logements. Alors, si on parle un peu du marché immobilier français, juste Romain, je ne vois pas les questions. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à m'interrompre si c'est en lien avec le sujet pour que ce soit un peu interactif. Ouais, j'hésiterai pas, ouais. Donc, le marché immobilier français, on voit aujourd'hui qu'on est dans une zone de turbulence. En tout cas, on a un changement de paradigme depuis à peu près 1 an et demi sur le marché immobilier. Il faut comprendre que le marché immobilier a été en croissance sur la part des volumes chaque année globalement jusqu'à l'année 2021. Et en 2022, on a eu une très légère baisse, mais on est resté sur des niveaux très élevés. Et là, on voit que cette année, la Chambre des notaires et puis la FNIM anticipent une baisse, non pas des prix cette fois-ci, mais des volumes d'environ 10%, donc une contraction du volume de vente sur ce marché immobilier. On voit que l'immobilier neuf a une chute qui est très importante, de l'ordre de 30% des volumes. Le neuf se vend moins bien. Pourquoi? Parce que les prix sont très hauts et que les investisseurs vont plus se tourner vers l'ancien et faire eux-mêmes des travaux rénovés, alors que le marché de l'ancien résiste beaucoup mieux en termes de volume. On a une stabilisation du marché début mars 2023. On voit qu'on a une certaine reprise des volumes de vente en mars et en avril. Nous, on l'a constaté également sur le terrain chez Investissement Locatif. Le tout début d'année était plus calme et on voit qu'on a une certaine reprise et une certaine appétence des investisseurs qui reviennent actuellement sur le marché. Alors, je vois qu'il y a peut-être des questions, mais je ne les vois pas. Je vois juste la bulle. Non, alors, il y avait juste une question sur comment marche la TVA en France de Simon. Comment marche la TVA en France? Il n'y a pas de TVA sur l'immobilier ancien déjà. On a de la TVA sur les travaux qui a un taux réduit pour les particuliers, réduit à 10% sur beaucoup de postes de travaux. Il faudra préciser un petit peu la question, puis je pourrai y répondre éventuellement à la fin. Alors, le marché immobilier, il est drivé, bien évidemment, par le prêt, comme c'est le cas partout dans le monde. Donc, concrètement, on était sur des taux d'emprunt pour les résidents fiscaux français il y a 2 ans qui étaient autour de 1% sur 20 ans. Donc, c'était historiquement bas. On le disait, on le répétait et on conseillait aux gens de saisir cette opportunité sur le marché. Aujourd'hui, les taux ont augmenté et c'est vrai qu'ils ont augmenté assez fortement, alors en France comme ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, on se situe entre 3 et 4% sur des taux d'emprunt sur 20 ans. Je rappelle que dans les années 80, notamment quand mes parents, par exemple, ont emprunté pour construire leur maison, on a eu des taux qui ont dépassé les 15% sur 20 ans. Et que dans les années 2000 à 2010, on était sur des taux encore entre 4 et 6%. Donc, on peut dire, je le dis pour relativiser, le taux de crédit est toujours intéressant et il est d'autant plus intéressant en France qu'il est à taux fixe et que sur 20 ans, on peut encore emprunter autour de 3 à 4%. Alors que si, par exemple, vous vivez aux États-Unis, en général, ça va dépendre de votre rating, de votre notation, mais les taux longs sont plutôt entre 7 et 9%. Donc, on reste sur des taux qui sont compétitifs au niveau mondial et qui sont bas par rapport à d'autres pays dans le monde. Donc ça, c'est un des atouts de la France, de pouvoir emprunter à taux fixe, première chose qui est très, très intéressante, avec des taux qui sont bas. Et qui plus est, quand vous empruntez à titre personnel, et ça je le dis, gardez-le bien en tête, vous avez la possibilité, si les taux baissent demain, vous empruntez à 3,5-4% aujourd'hui, les taux baissent demain, légalement, vous pouvez renégocier, la banque ne peut pas s'y opposer, vous pouvez faire racheter votre crédit ou renégocier votre taux, parce que souvent les banques où vous avez souscrit le crédit vont vouloir s'aligner. Donc, en vérité, ce taux à 4% que vous avez souscrit aujourd'hui, si demain, dans 2 ans, les taux redescendent à 2%, vous allez pouvoir le faire racheter à 2%. Donc, vous aurez payé que pendant 2 ans les 4% et vous allez pouvoir baisser votre taux d'emprunt, ce qui a été fait énormément sur les dernières années. Quand les taux baissaient, certains ont fait racheter 1 fois, 2 fois, 3 fois leur crédit et c'est une démarche qui se fait bien. Voilà. Donc, gardez cette petite chose en tête. À 3,5%, oui. Il y a Mo qui demande est-ce que tu as une boule de cristal? C'est moi qui rajoute la boule de cristal, mais Mo demande quelle est la projection des taux d'intérêt sur 2023-2024? Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Néanmoins, en fait, les taux d'emprunt suivent les taux directeurs de la BCE et de la Fed, globalement, puisque les banques se refinancent auprès des banques centrales. Et donc, ce qu'on comprend du discours de la Fed et du discours de la BCE, c'est que les taux devraient baisser à partir de la fin d'année. Ils ne vont pas forcément rebaisser. Ce n'est pas prévu même qu'ils rebaissent au taux qu'on avait encore il y a 2 ans, parce qu'on est rentré en territoire négatif. Les banques centrales, notamment la BCE, prêtaient à moins 0,5 aux banques.
Donc, les banques pouvaient prêter ensuite à 1%. Elles avaient quand même une marge entre les moins 0,5 et les 1%. Elles avaient une marge de 1,5%. Aujourd'hui, ce que les banques centrales disent, c'est qu'elles risquent de rebaisser à 1,5-2% à terme, sous un an. À voir, on n'a pas de boule de cristal, mais ça veut dire que les taux seraient autour de 3%. Voilà. Donc, entre 2 et 3%, c'est ce qu'on peut espérer sous 1 à 2 ans. Parfait. Tu sais s'il y a des pénalités sur les rachats de crédit en France? Alors, les pénalités sont encadrées. C'est tout l'intérêt de la France. Le consommateur est énormément protégé. C'est encadré à 2 trimestres d'intérêt, un semestre. Donc, c'est en réalité très bas. On parle en général, 1 000, 2 000 euros. Donc, c'est vraiment rien du tout sur un prêt. Voilà, ça c'était la question de Julien. Par contre, si on emprunte en SCI à l'IS, donc en société, les conditions ne sont pas les mêmes. Et là, il peut y avoir des pénalités qui peuvent être très importantes puisqu'on n'est plus protégé comme un consommateur lambda. Donc, il faut essayer de négocier avec la banque. Certaines banques vont refuser de négocier. Donc, en société, il ne sera pas toujours possible de faire ce rachat ou cette renégociation. Ok, donc ça répond à la question de Maria et Guillaume. Alors, on va continuer. S'il y a d'autres questions, tu peux bien sûr me les transmettre. Tu as répondu en société, hein, donc en disant que ce n'était pas forcément possible, c'est ça? Alors, en société, il faut essayer de négocier initialement. Mais aujourd'hui, en toute franchise, on n'est pas vraiment pouvoir de force quand on emprunte de l'argent. C'est plutôt nous qui allons demander à la banque de nous faire l'honneur de bien vouloir accepter, de nous faire un crédit immobilier. Ça n'a pas toujours été comme ça changera. Mais aujourd'hui, le rapport de force est plutôt du côté des banques, donc on peut essayer de le négocier et de faire retirer des clauses, mais c'est compliqué. Alors, obtenir un crédit en 2023. Donc, l'accès, et c'est ce que je disais à l'instant, au prêt est plus difficile. Elle est plus difficile qu'avant, puisqu'on a des normes qui sont venues se greffer, notamment les taux d'endettement liés au HCSF, auxquels les banques peuvent déroger, mais sur un nombre limité de dossiers. Donc, il faut que vous soyez un emprunteur intéressant. On va voir comment après, si vous avez la question. Pour les non-résidents, puisque c'est une présentation pour les non-résidents, l'apport qui est nécessaire va être entre 30 et 35% minimum de l'opération globale. Plus un nantissement, en général, non, le nantissement est plutôt inclus. Par exemple, la banque va vous dire l'opération est à 200 000 euros. Il faut que vous soyez en mesure de mobiliser un tiers de cette somme. 60 000 euros, par exemple. Sur les 60 000 euros, vous allez mettre, par exemple, 40 000 euros d'apport direct dans l'opération. Et le reste, vous allez investir 20 000 euros, par exemple, sur des titres financiers au sein de la banque. Donc, la banque vous ouvre un compte titre. Ce compte titre, vous allez acheter des actions en bourse, ce que vous avez envie, des choses plutôt sécurisées en général, ou des trackers ou des fonds. Et là-dessus, la banque va prendre un nantissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain vous arrêtez de rembourser votre crédit, la banque va avoir le droit de se servir sur ce compte-là et le prendre en garantie. L'intérêt de faire ce montage-là, c'est que vous allez avoir du levier d'un côté, puisque vous allez avoir mis finalement que 40 000 euros d'apport sur l'opération locative. Donc, vous avez un levier de 40 000 euros sur 200 000 euros. Donc, c'est comme si finalement vous aviez mis que 20% d'apport, levier x5, on va le voir après. Et les 20 000 euros que vous avez investis sur un compte titre, vous le faites travailler. Vous allez avoir dessus des rémunérations en dividendes ou de la prise de valeur selon les placements que vous choisissez et puis selon l'évolution, bien sûr, des cours boursiers. Voilà. Donc, c'est un mix qui peut être intéressant pour les non-résidents. Tu confirmes bien, hein, c'est complètement impossible aujourd'hui de faire un financement à 100% quand on est expat. Hein. Alors, même pour des résidents fiscaux français, c'est très compliqué. Donc, des gens qui vivent ici, c'est très compliqué de faire du sans-apport. Les banques ne le font quasiment plus. Parce que, tout simplement, personne ne sait comment va se comporter le marché immobilier. Certains disent qu'on va avoir une baisse de 5 à 10%. Donc, moi, c'est pas forcément… 5 à 10%, c'est effectivement mon avis. Ça peut baisser légèrement selon les villes. Ça ne sera pas une baisse, selon moi, qui sera très importante, parce qu'on voit que même pendant la crise de 2008, on va le voir, je crois, après, la baisse de prix en France a été contenue à seulement moins 8%. Moins 8% dans une tourmente comme ça, effectivement, c'était très faible, alors que les volumes de transactions avaient chuté de 30%. Donc là, on n'est pas du tout sur une chute de 30%. Donc, je ne pense pas que la baisse va être significative. Mais les banques se protègent et se couvrent, et donc elles vont vous demander d'apporter en général, même pour un résident fiscal français, au moins 10 à 15% du montant du projet total. Donc non, aujourd'hui, le sans-apport, quand je dis ça n'existe pas, il y a toujours quelqu'un pour me dire je connais quelqu'un qui l'a eu. Bon, je ne dis pas que c'est impossible pour un résident fiscal français qui achète sa résidence principale, qui a zéro dette, qui gagne très très bien sa vie, qui a beaucoup de produits au sein de la banque. On peut toujours trouver des contre-exemples.
mais ce n'est plus du tout la tendance. Et à titre personnel, Là, je n'arrive pas du tout à obtenir ça non plus. d'accord. Et pour les gens qui ont aucun passeport français dans leur famille, est-ce qu'on arrive à les financer quand même? Alors, on arrive à les financer, mais sur des petites opérations, c'est compliqué. C'est-à-dire que les banques, il y a des banques qui peuvent s'intéresser au dossier, mais en général, ce n'est pas pour un achat à 100 000 euros. Ça, elles vont Parfait. refuser en général. Il ne faut pas hésiter Laura à nous nous solliciter. demandait, en fait, Laura Comment? nous demandait sur Facebook, elle nous demandait, déjà, elle nous demandait pour les taux. Il y a Laura et Caroline qui nous demandaient les taux pour les expats aujourd'hui. Est-ce que c'est les mêmes taux que les Français en France ou il y a un petit différentiel? Il n'y a pas un très gros différentiel, puisque aujourd'hui, les banques vont se rapprocher du taux d'usure et on va finir avec l'assurance autour de 4% aujourd'hui sur 20 ans. Donc, ça va varier entre 3,5 et 4% plus ou moins. Aujourd'hui, sur 20 ans, c'est ça, c'est ce qu'on peut obtenir. Okay. Et tu vois une grosse différence entre un passeport européen et un passeport français pour le financement? Alors, on arrive à le faire, mais par exemple, pour des personnes qui vivent aux États-Unis et qui ne sont pas français, en général, les banques demandent des plus grosses opérations. En dessous de 500 000 euros, elles ne regardent pas trop le dossier. Mais il ne faut pas hésiter, Laura, à nous solliciter. On essayera. On vous mettra en lien avec des partenaires bancaires et puis on verra ce qui est, selon votre projet, ce qui est possible de faire. Ça ne vous engage à rien, hein, ça sera gratuit. Et selon ce qui est vous saurez ce qui est faisable quand on aura analysé le dossier, tout simplement. Parfait. Voilà. Il y avait une question intéressante de Christian qui est pas mal sur le nantissement. Christian demandait, est-ce qu'on peut transférer les actions d'un compte américain vers le compte de garantie pour le prêt immobilier au lieu de transférer de l'argent et racheter les actions ou des fonds? Alors ça, c'est plus une question qui sera posée à la banque. C'est pas que je ne veux pas répondre, mais en toute franchise, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, parce que là, on est sur de la fiscalité internationale, sur des transferts d'actions, donc je ne sais pas du tout comment ça marche. Je ne sais pas. Il faudra demander à la banque en question qui acceptera de vous faire de faire le montage et peut-être se renseigner en amont. Je pourrais, Christian, si vous voulez me laisser vos coordonnées, me renseigner aussi de mon côté, mais là, comme ça, je ne sais pas. Parfait. On va continuer et puis je reposerai encore des questions après. Alors pourquoi investir sur le marché français plutôt que peut-être d'autres marchés, même si ça fait un peu chauvin de dire ça, je vais plutôt vous parler des atouts de la France. Il y a d'autres pays qui peuvent avoir des atouts, hein. Il n'y a pas que la France, que le marché immobilier français qui est intéressant. En tout cas, les atouts de la France, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la crise de 2008, on voit que c'est un marché qui va résister et très très bien résister aux crises. Pourquoi? Pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'on a un pays où il y a beaucoup de fonctionnaires. C'est la première raison. On a une masse de fonctionnaires assez importante, donc c'est à la fois, on le voit, un inconvénient sur les impôts, on peut critiquer, je ne rentrerai pas dans des considérations politiques, mais en tout cas, ce sont des emplois qui sont protégés. On le voit, hein, on a un droit du travail français qui est très protecteur aussi, avec des CDI, et on voit que pendant les crises, eh bien, on a une résilience qui peut être plus forte sur le marché de l'emploi que ça peut être le cas, par exemple, aux États-Unis, qui est un marché plus libéral. Alors l'inconvénient, c'est que quand ça repart, les États-Unis vont reprendre, en gros, les emplois vont être supprimés plus facilement et ensuite les recrutements vont être plus rapides aussi. En France, on a cette première résilience. La deuxième, je l'ai dit, c'est en matière de crédit immobilier. On emprunte à taux fixe. Et ça, c'est très important, puisque même si demain, on a le prix de l'immobilier qui baisse légèrement, même si aujourd'hui, on voit qu'on a une inflation forte en France comme ailleurs dans le monde sur le coût de la nourriture, quand on va faire ses courses, l'augmentation est énorme, eh bien, l'emprunteur immobilier, sa mensualité ne va pas augmenter. Et ça va vous protéger, ça va même vous enrichir, puisque les loyers, eux, sont revalorisés à la hausse. Donc, si vous empruntez aujourd'hui et que vous avez une mensualité à 500 euros par mois de crédit, et que vous avez un loyer à 500 euros par mois, bah dans un an, même s'il y a de l'inflation, vous rembourserez toujours à la banque 500 euros par mois. Et votre loyer que vous allez encaisser, lui, il va être revalorisé en fonction de l'inflation, par exemple à 515 euros par mois, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui fait que, contrairement à l'Angleterre, hein, je voyais que en Angleterre, c'était une situation très compliquée, puisqu'on emprunte à taux variable en grande majorité, et donc les mensualités de prêt augmentaient en même temps que le coût de la vie, en même temps que la situation sur le marché de l'emploi se détériore. Donc concrètement, il y a un effet ciseau, et les emprunteurs se retrouvent parfois obligés de vendre, au pire moment bien évidemment, parce qu'ils ne peuvent plus assumer la mensualité qui a augmenté. En France, on n'est pas dans ce cas-là, et c'est ce qui participe à la stabilité aussi également du marché. On a aussi en France une appétence pour la pierre
toute particulière par rapport à d'autres pays qui sont des pays européens. On a une philosophie où les Français veulent être propriétaires et ça vient soutenir le marché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un recul qui n'est pas de 5% aujourd'hui, mais on anticipe un recul maximum de 5 à 10%. Alors, ça dépend des analystes. Il y aura toujours des analystes pour dire plus. Mais quand on voit qu'en 2008, encore une fois, on a baissé de 8%, pour moi, on ne baissera pas de plus de 5%. Surtout si les taux se remettent à baisser, ce qui est l'anticipation de la BCE à partir du dernier trimestre 2023. Voilà, on a une volonté, bon, c'était un petit peu ce que je disais juste avant, pour expliquer la stabilité du marché français. Aujourd'hui, c'est toujours intéressant d'investir, même si les taux ont légèrement augmenté, on arrive dans pas mal de villes à avoir des rendements locatifs qui sont élevés. On va en parler après. Le plus intéressant dans l'immobilier, quel que soit le marché dans le monde, ça va être d'aller chercher de l'effet de levier. Encore une fois, la semaine dernière, j'ai un ami qui me disait qu'il achetait quelque chose en Corse, une résidence secondaire pour le mettre en courte durée. Et il me disait, Manuel, mais est-ce que je dois faire un prêt avec effet de levier, parce qu'il a pas mal de cash, ou est-ce que je dois mettre plus de cash et limiter l'effet de levier? Il me posait la question parce qu'on lui proposait un taux un peu plus de 3%. Il me disait, mais tu te rends compte, avec des taux à 3%, est-ce que je dois faire de l'effet de levier ou pas? Gardez en tête que l'effet de levier va vous permettre, même avec des taux plus élevés, eh bien de maximiser votre rendement. Si je prends l'exemple là dans ma petite présentation, je ne vous ai pas fait tout un tableau sur l'effet de levier, ce n'était pas le sujet, mais je pourrais le faire. Le rendement finalement de l'apport que vous mobilisez, si vous avez un effet de levier x3, donc si vous mettez 35% d'apport et que vous avez un rendement à 6%, eh bien vous allez avoir 18% de rendement sur votre apport. Alors pas tout à fait, il faudra retraiter le coût des intérêts. Donc c'est 18% moins le coût des intérêts. Mais dans tous les cas, ça va quand même multiplier le rendement de l'argent que vous injectez dans l'opération, le fait de mettre du levier bancaire. Le second point que je lui ai expliqué la semaine dernière, c'est que les intérêts d'emprunt qu'il va payer vont passer, les intérêts, donc pas toute la mensualité, mais les intérêts d'emprunt vont venir gommer des loyers imposables, gommer de la fiscalité. Donc quand la banque va vous facturer 3% de taux d'intérêt, en vérité, après impôt, selon le régime que vous choisissez, si par exemple vous êtes en location meublée, après impôt, si vous êtes non résident, ça ne va pas vous coûter 3% de taux d'intérêt, mais ça va vous coûter à peu près 2% en réel par rapport à si vous aviez financé l'opération cash, puisque en fait, ça va venir, les intérêts vont gommer des loyers sur lesquels vous auriez payé 40% d'impôt. La CGCRDS de 17%, plus le taux minimum de 20%, donc vous êtes à 37% d'impôt globalement sur le bénéfice imposable de vos loyers. Donc ça va venir réduire ce bénéfice imposable du montant des intérêts d'emprunt et donc vous venez finalement gommer de l'impôt. Donc l'effort de donner 3% à la banque est limité. Je ne sais pas si je suis clair, j'ai un petit peu de mal, il faudrait que j'aurais fait, il aurait peut-être fallu que je fasse un petit tableau là-dessus. Mais en gros, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que quand vous dépensez 1 euro, pour les intérêts d'emprunt, ça ne vous coûte pas 1 euro, ça vous coûte 60 centimes après impôt. Alors souvent, on nous dit, avec ces taux d'intérêt aujourd'hui, et avec ce contexte de marché, dans quelle ville est-ce qu'il faut investir en 2023 ? La question des villes, elle dépend de chaque investisseur et de la stratégie que vous souhaitez adopter, puisqu'il y a des villes de taille moyenne où on accompagne des clients pour aller chercher des rentabilités plus fortes. Je pense par exemple à Caen, à Rouen, au Havre. Là, on parlait de Toulon à midi. On peut aller à Montpellier. Enfin, on est prêt dans énormément de villes, je ne vais pas toutes les citer. Et puis, il y a des villes où des clients vont se positionner parce que ce sont des valeurs sûres, comme par exemple Paris. On peut étendre sur le Grand Paris pour avoir un peu plus de rendement, mais Paris, par exemple, ça peut être le cas de Bordeaux, ça peut être le cas de villes qui sont donc déjà valorisées et qui sont déjà avec des coûts élevés lors de l'achat. Donc, on a des rendements plus faibles, mais en même temps, avoir un appartement à Paris, il y a énormément de raisons d'investir à Paris, et notamment parce que c'est un centre économique majeur, pas seulement français, mais également européen et mondial. C'est une ville qui a une attractivité que n'aura pas le Havre, clairement. En revanche, au Havre, ce que vont venir chercher nos clients, c'est des rendements entre 8 et 10% bruts. C'est considérable, c'est très élevé. Donc, on va rajouter l'effet de levier du crédit et on va avoir des opérations après apport qui vont non seulement se payer toutes seules, mais générer ce qu'on appelle un cash flow, c'est-à-dire que chaque mois, vous allez rembourser votre crédit et en plus, il va rester de l'argent. Voilà. Ce qui ne sera pas possible de faire à Paris aujourd'hui, sauf à mettre plus de 50% d'apport sur l'opération. Donc, globalement, je pense que toutes les villes sont à peu près intéressantes en France, même certaines très intéressantes aujourd'hui. Simplement, certaines vont être plus patrimoniales, donc on va être dans une stratégie de placement, et d'autres villes vont être on va être dans des stratégies de rendement. Donc,
ces objectifs-là, c'est ce qu'on va définir avec vous lors du premier rendez-vous avec nos conseillers. On va voir ce que vous voulez faire avec l'immobilier, combien d'années vous projetez de le détenir, quel est le niveau d'apport que vous souhaitez mettre, est-ce que vous souhaitez avoir peut-être directement un cash flow positif ou est-ce que vous souhaitez avoir plutôt un placement sécurisé et vendre plus facilement demain ou avoir un pied-à-terre demain à Paris. Ça va vraiment dépendre des investisseurs. Et puis, on a des villes, bien évidemment, qui peuvent être mixtes, comme Marseille, où on peut avoir une attractivité forte, de la valorisation à terme, puisque la ville, on voit, continue de croître en prix au mètre carré, tout en ayant un rendement qui est plus élevé, évidemment, qu'à Paris, puisqu'on peut aller jusqu'à 6 à 7 % en location longue durée, quand à Paris, on va être entre 3 et 4,5 %. Voilà. Sur les typologies de produits dans lesquels vous pouvez investir, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que ce qui est rentable aujourd'hui en France, ça ne va pas être d'acheter et de louer un appartement familial. Un appartement familial, globalement, vous n'aurez pas assez de rendement, malheureusement. Donc, on va toujours cibler plutôt des étudiants et des jeunes actifs pour faire de la location meublée. On va viser soit du studio, soit du T2 pour des étudiants ou des couples d'étudiants ou jeunes actifs. Ou alors, sur d'appartements plus grands, on va aller sur des colocations qui vont permettre d'avoir des loyers par chambre qui vont s'additionner et donc de doper le rendement. Par exemple, si je vous prends un appartement à Marseille de 80 mètres carrés ou de 70 mètres carrés, si on devait le louer à une famille, on le louerait 35 à 40 % moins cher pour le même appartement que ce qu'on va pouvoir louer pour une colocation. Et donc, c'est pour ça qu'on comprend bien que c'est beaucoup plus intéressant pour nos clients de se dire dès le départ, j'achète un appartement de 80 mètres carrés, je vais faire des travaux pour avoir plus de salles de bain, pour penser des espaces de vie pour pouvoir le mettre en colocation et ensuite le louer à la chambre, ce qui va me permettre de faire exploser mon rendement locatif. Pour ceux qui ont des budgets peut-être plus importants, on va aller sur des immeubles de rapport. Donc, un immeuble de rapport, c'est un building où il y a plusieurs appartements dedans, donc entre 2 et 30 appartements, globalement, selon l'endroit où on est. Et on démarre sur des budgets tout inclus à partir d'environ 400 000 euros. Donc, quand je dis tout inclus, c'est l'achat, les travaux, l'ameublement, les frais de notaire et les honoraires. Et là, l'intérêt de l'immeuble de rapport, c'est que vous êtes en monopropriété. Il ne va pas y avoir de syndic à payer et vous allez pouvoir faire à peu près ce que vous voulez dans l'immeuble en termes de travaux. Et en une seule opération, vous allez avoir plusieurs loyers qui vont rentrer directement. Donc, vous passez une seule fois chez le notaire, vous passez une seule fois par la case financement, donc parce que monter un dossier bancaire, ça peut être long et fastidieux. Et en une seule opération, pour ceux bien sûr qui ont des moyens un peu plus élevés en termes de budget, on peut faire un immeuble entier. Ça va de 400 000 euros à 2 millions d'euros. Là, on est en train de faire un projet à 2,5 millions en région parisienne qui fait 1000 mètres carrés sur 10 logements plutôt familiaux. À cet endroit-là, c'est le contre-exemple et où on a un bon rendement. Donc, on rénove absolument tout. On partagera le projet sur les réseaux parce que c'est un très, très beau projet. On peut également, pour finir, faire du co-living. C'est un genre de colocation avec plus de services. Donc, le co-living, souvent, ça va être des grandes maisons qu'on va transformer entre 5 et 15 chambres et qu'on va pouvoir transformer justement en espace de vie. Donc, c'est une colocation avec plus de services. On peut avoir une salle de sport, une salle de cinéma, des espaces de vie qui sont plus grands et avec des loyers par chambre qui vont être plus élevés. Et ça fonctionne très bien. Il y a une vraie demande aussi sur les co-living. On a fait un webinaire juste sur les co-living il y a 2 semaines. Donc, ceux que ça intéresse, s'il y a des sujets particuliers qui vous intéressent, n'hésitez pas à me solliciter. On pourra vous envoyer les replays pour que vous puissiez aller peut-être plus dans le détail sur certains types d'investissements. Manuel, j'en profite. Il y a Mo qui demande, y a-t-il des studios ou F2 où on peut investir en dessous de 100 000 euros dans le nord de la France avec une bonne renta? Alors, je crois que c'est surtout l'histoire du financement, non? Oui, on est tout à fait capable et on le fait pour des clients. Le sujet, c'est que si vous êtes non-résident, c'est pareil, vous pouvez nous contacter, on fera le maximum. Mais je sais que d'expérience, les banques n'aiment pas trop s'embêter, entre guillemets, pour des petits dossiers. Alors, quand je dis petits dossiers, 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais dans un dossier immobilier en France, elles vont regarder ce qu'elles vont gagner. Et si elles jugent que le dossier est trop petit par rapport à la complexité de financer un non-résident, elles vont préférer se concentrer sur d'autres dossiers. Mais contactez-nous et on fera le maximum pour voir ce qui est faisable en fonction de vos souhaits. Voilà. Okay. Mais oui, on fait des appartements. Notre ticket d'entrée chez Investissement Locatif, il est un peu en dessous de 100 000 euros, tout inclus. Achat, travaux, ameublement, frais de notaire, honoraires. Donc voilà. Donc pour un appartement rénové, meublé et prêt à louer, donc un peu moins de 100 000 euros. Pour ceux qui nous écoutent, je prends les questions qui sont directement liées au sujet
qui est à l'écran. Et toutes les autres questions, je les poserai à la fin. Mais je vais toutes les poser, vous en faites pas. Donc ensuite, si on parle un petit peu si je survole la fiscalité, ce qu'il faut que vous reteniez, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la fiscalité à éviter, le dispositif fiscal à éviter, c'est celui des revenus fonciers. Donc c'est la location nue, donc c'est acheter un appartement, le mettre en location sans mettre de meubles. Globalement, il faut éviter ça. Pourquoi? Parce que vous allez payer beaucoup d'impôts. On déduit moins de choses des loyers, on déduit moins de choses. On n'amortit pas le bien, on ne va pas amortir les travaux, on ne va pas amortir les meubles, on ne va pas passer en déficit les frais de notaire, les honoraires. Donc, on se retrouve finalement à payer beaucoup plus rapidement d'impôts et beaucoup plus d'impôts. Voilà, pour schématiser. Donc, si vous avez des biens qui sont loués actuellement en nu en France, j'en profite pour vous le dire, vous pouvez nous solliciter, on peut vous aider soit sur la rénovation, parce qu'on a une filiale qui s'appelle Réno, et qui fait que quand les gens veulent uniquement des travaux, qu'ils ont déjà un bien ou qu'ils ont trouvé un bien, on peut vous aider à rénover des biens, à les meubler ou à les mettre aux normes énergétiques avec les nouveaux DPE. Et on peut vous aider à passer de la location nue à la location meublée également, bien évidemment. Les dispositifs fiscaux les plus intéressants, vous avez déjà entendu probablement, c'est le LMNP, loueur meublé non professionnel. Globalement, c'est de la location meublée. On achète un appartement, on le meuble et on le met en location. Et donc là, on n'est plus dans le cas de revenus fonciers, techniquement parlant en termes d'impôts, mais on est sur des revenus qu'on appelle BIC. On change de case dans la feuille d'impôt et tout de suite, on a la possibilité d'amortir le bien, d'amortir les travaux, d'amortir les meubles, de passer des choses en déficit, ce qui va gommer l'impôt, en général, on dit pendant une dizaine d'années. Ce régime LMNP pour les non-résidents, il est limité à 23 000 € de loyer meublé encaissé. Si vous dépassez les 23 000 €, vous devenez LMP, loueur meublé professionnel. Vous continuez à amortir les choses et à passer en déficit, mais il y a une nuance, c'est que lors de la revente, la plus-value va se calculer sur le prix d'achat moins les amortissements que vous avez pratiqués pendant toute la durée de location. Donc vous allez payer plus d'impôts sur les plus-values à la sortie. Enfin, le dernier régime qui est intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin et acheter peut-être plus d'immobilier, c'est peut-être de commencer par du LMNP et quand on arrive au seuil, d'acheter la suite en SCI à l'IS. Donc, c'est une société civile immobilière sur laquelle vous allez choisir l'option de l'impôt sur les sociétés. Ça va vous permettre, pareil, d'amortir le bien, d'amortir les travaux, de tout amortir. Et ça va vous protéger de l'impôt personnel. Pourquoi? Parce que les loyers et les bénéfices sont faits au sein de la société. Et donc, vous allez payer seulement 15% d'impôt sur les bénéfices, jusqu'à 40 000 € de bénéfices annuels. Je ne vais pas parler de loyer, mais de bénéfices. Donc, c'est loyer encaissé moins les charges. Et ensuite, vous allez payer 25% sur la tranche qui dépasse les 40 000. 25% d'impôt, ce n'est pas énorme sur le bénéfice. Encore une fois, ce n'est pas sur les loyers. C'est plutôt favorable et ça vous permet de récupérer l'argent au moment où vous en avez besoin, peut-être à votre retraite. Vous allez vous verser l'argent depuis la SCI à l'IS en tant que gérant, par exemple. Et là, vous allez payer des impôts dessus, mais vous pouvez choisir le moment où peut-être vous avez besoin de ces revenus-là. Donc, vous maîtrisez le moment où vous sortez l'argent de la société civile immobilière. Idem, la fiscalité à la revente au sein d'une SCI immobilière est moins favorable que sur du LMNP, puisque là, pareil, le calcul va se faire sur la valeur moins l'amortissement. Donc, sur la valeur nette comptable, pour ceux qui connaissent un peu la comptabilité. Et donc, on va payer de l'impôt là-dessus. On va payer l'IS sur la valeur le prix de vente moins la valeur nette comptable. Alors, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui pour les gens qui veulent investir depuis l'étranger? On vous propose, lors d'un premier rendez-vous, de définir votre besoin. Déjà, de comprendre ce que vous devez faire en matière d'investissement immobilier en fonction de vos objectifs à vous. Est-ce que vous avez un objectif de préparer votre retraite? Est-ce que vous avez un objectif de rendement immédiat, de créer des rentes tout de suite? Est-ce que vous avez déjà beaucoup de cash que vous souhaitez placer dans un secteur qui va peut-être prendre de la valeur et qui va être sécurisé? Ça, c'est la première étape. Et à partir de là, on va définir ensemble des zones géographiques dans lesquelles on va pouvoir vous proposer des projets. Ensuite, on va signer un mandat. Donc, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais pour démarrer. Et une fois que le mandat est signé, vous êtes en lien avec les chasseurs de la zone dans laquelle vous souhaitez investir. On va lancer les recherches et les chasseurs vont chercher de manière personnalisée pour vous donc des biens qui correspondent. On va vous proposer des biens en vous proposant dès le départ le prix du bien, le montant des travaux qu'on estime dès le départ, le montant des meubles, tout est connu en fait. Au moment où on vous propose l'opération, on va vous dire ce bien-là, on va faire tant de travaux, tant de meubles, vous allez payer tant de frais de notaire, il y aura tant d'honoraires, etc. Et vous avez tout de suite tout le détail financier du projet. Et en même temps, on va vous dire, ce bien-là, une fois rénové, on va le louer à tel prix. Donc, dès le départ, tout est connu et vous savez quel va être le rendement locatif de l'opération.
Si vous dites oui, eh bien, vous allez signer un compromis. Ensuite, on va s'occuper de vous aider sur le financement, puis un acte authentique. L'acte authentique, c'est le jour où vous êtes vraiment propriétaire, c'est le document, la réitération par acte authentique, qui est signé chez le notaire, et c'est ce jour-là que le transfert de propriété est fait. Ensuite, on va passer à la phase rénovation. Donc là, on a un architecte chez investissementlocatif.com qui va être dédié au suivi de votre projet. Donc, on aura travaillé sur les devis avec vous, sur le cahier des charges, et on aura sélectionné des artisans, et vous allez pouvoir avoir des comptes rendus tous les 10 jours sur l'avancée de votre projet. Vous voyez votre projet avancer dans votre espace personnel ou sur votre app, donc soit sur ordinateur, soit sur votre app mobile, parce qu'on a développé une app mobile pour ça. Et à la suite de ça, on va vous livrer un appartement entièrement rénové, meublé, prêt à être loué. Soit vous pourrez nous déléguer la gestion locative, comme beaucoup de clients le font, soit vous pourrez directement le gérer vous-même ou le faire gérer par un ami à vous qui est en France ou de la famille, comme certains clients choisissent de le faire. Les étapes, donc, c'est la recherche du bien. On va optimiser le plan, le bien, réaliser des travaux pour créer de la valeur avec les travaux qui vont être amortissables et donc passer en charge, gommer de l'impôt. Donc, on crée de la valeur d'un côté puisqu'on rénove et on met aux normes énergétiques, bien évidemment. Et en plus, ça va venir gommer de l'impôt. On va meubler, décorer le bien pour générer un coup de cœur chez les futurs locataires. Et ensuite, on va louer et gérer pour vous permettre de rentabiliser votre investissement. Et ensuite, très souvent, vous allez nous dire, c'est super, ça tourne, quand est-ce qu'on fait le prochain projet? En général, c'est comme ça que ça se passe avec les clients qui essayent de réinvestir. Aujourd'hui, je dirais essayent parce que parfois, c'est compliqué avec les banques. Mais si vous avez la capacité de lever encore de la dette, on fera tout ce qu'on peut pour vous aider à en lever le plus possible, en étant bien sûr raisonnable et raisonné, mais de manière à pouvoir faire travailler de l'argent de la banque à votre service et que ce soit vous qui puissiez bien évidemment au final avoir un patrimoine qui se développe à transmettre à vos enfants ou pour votre retraite ou pour compléter vos revenus. Voilà le concept. Quelques petits exemples de réalisation. Donc là, c'est une colocation à Lorient, donc centre-ville de Lorient, T3. 161 000 € de budget total, donc achat, travaux, ameublement, rénovation, j'ai dit rénovation, frais de notaire et honoraires, et le client encaisse 10 080 € annuels de revenus locatifs, ce qui fait une rentabilité brute d'un peu plus de 6%. Ça, c'est la réalisation après travaux. Donc, on essaie de faire des choses qui soient coup de cœur et canon, mais qui plaisent au plus grand nombre. C'est ça vraiment l'idée, c'est de rester sur des choses qui sont tendances. On met des matériaux qui sont du milieu de gamme. On ne va pas mettre, sauf si c'est votre demande, on ne va pas meubler en roche-beaubois, même si on nous l'a déjà demandé sur des prestations spécifiques, on sait faire. Mais en règle générale, on va se concentrer sur la demande locative. Le but, c'est que ça plaise au plus grand nombre, que votre appartement soit mieux que les autres qui sont proposés sur le marché en location. Mais on ne va pas surdépenser en meublant avec du roche-beaubois, une télé hors de prix, etc. Parce que vous ne le récupérez pas forcément dans votre loyer. Donc, ce n'est pas le but. Vous allez perdre en rendement. À Rouen, un T1 de 25 mètres carrés. Là, voilà, très bon exemple. On est en dessous de 100 000 €. Une rentabilité à 6,5 sur Rouen. Environ 500 € par mois de loyer sur un T1 de 25 mètres carrés rénové. Et ça, c'est le T1. Ça donne ça. Donc, studio, c'est un studio, quoi. Avant, à gauche, c'est les photos avant et à droite, les photos après. Je finis la présentation en vous présentant des opportunités à saisir maintenant. Donc, ils sont disponibles pour nos clients actuellement. Si vous souhaitez, il faudra simplement nous contacter dans le prolongement du webinaire. On a un immeuble de rapport à Amiens, une zone où on a de très bonnes rentas. On n'est pas très loin, c'est facilement accessible de Paris. On est sur un peu plus de 400 000 €, donc 465 000 € tout inclus, avec des revenus estimés à 39 000 €, revenus locatifs annuels, ce qui fait plus de 8% de rendement locatif. Colocation à Toulon. Donc, Toulon, c'était la ville qui était à l'honneur aujourd'hui dans le webinaire hebdo. On fait des webinaires où on vous présente nos villes tous les mardis midi, midi en France par contre. Et aujourd'hui, c'était sur Toulon. Donc, ceux qui sont intéressés par Toulon, je pourrais vous envoyer le replay, il faudra m'écrire. Un peu plus de 220 000 € pour ce projet. 16 000 € de revenus locatifs annuels encaissés, c'est-à-dire un peu plus de 7% de rentabilité brute. On fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. C'est ce qui nous a permis de nous développer de 2 à 200 collaborateurs pendant toutes ces années. Et donc, voilà, on est très content d'avoir pas mal d'avis clients, également des avis vidéo que vous pourrez retrouver sur le site et sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez voir des témoignages aussi de non-résidents qui étaient peut-être comme vous en train de regarder le webinaire et puis qui ont simplement pris un call sans engagement et qui ont lancé un projet, puis 2, puis 3. Et nos plus gros clients ont lancé, je crois, ont acheté plus de 50 appartements avec nous. Pour une personne.
à travers différents immeubles de rapport et des lots diffus. C'est énorme et c'est des empires immobiliers qui se sont développés grâce au fait qu'ils ont pu déléguer les opérations. C'est vraiment ça qui permet aussi d'accélérer. Voilà, donc ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, peut-être que je peux vous mettre aussi le lien dans le chat. Et puis vous pouvez ce serait super. Si tu peux bien le mettre dans le chat en sélectionnant bien tout le monde, everyone. Je ne sais pas comment il s'affiche en français ou en anglais chez toi. Donc là, j'ai scanné le QR code de Manuel. Donc, il y a des rendez-vous à partir de demain avec son équipe. Donc, ça fonctionne bien. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à scanner le code, Manu va vous coller le lien tout de suite. Alors, on va laisser un peu le QR code s'afficher et puis on je ne sais pas si j'ai réussi à l'enlèvera. insérer le lien. Je ne sais pas si on voit. Ah non, parce que j'ai répondu aux questions en fait. Je n'arrive pas à taper un message sans répondre. Je ne suis pas doué. Tu peux me l'envoyer par WhatsApp et puis je le collerai par n'importe quel moyen que tu souhaites et puis je le collerai. Mo nous dit merci pour ce webinaire. Mo, avec plaisir. Et il avait aussi une question. Comment ça se passe quand il y a des loyers impayés ou absence de locataires? Alors, comment ça se passe? Attendez, j'envoie juste peut-être avant de démarrer. Hop. Comment ça se passe? Alors, pour les loyers impayés, on peut tout simplement souscrire une assurance loyer impayé. Donc, soit du côté locataire, soit du côté propriétaire. Ça coûte environ 2% et ça passe en charge. Voilà, je t'ai envoyé le lien. Merci. Donc en vérité, ce n'est pas trop un problème. On est sur des zones tendues. En France, il faut savoir que la part des loyers impayés, c'est entre 1,5 et 2%. Sur le parc national, au niveau immobilier, là, on est sur des biens rénovés où on va choisir, dans des zones plutôt tendues en général, où on va choisir ces locataires qui sont souvent des étudiants jeunes actifs avec les garanties parentales. On n'a quasiment aucun impayé et en plus, on peut se couvrir avec cette garantie loyer impayé à 2%, 2,5%. Qui va passer en charge et donc qui va vous coûter réellement que 1,5% du montant des loyers, ce qui est intéressant. Et personnellement, j'ai des garanties à impayés sur tout mon parc, ce qui fait que je dors sur mes deux oreilles, même en cas d'impayé, ça m'est déjà arrivé. J'ai juste à transmettre le dossier à l'assureur et l'assureur prend le relais, il va payer le loyer, faire la procédure et gérer tout jusqu'au départ du locataire et à son remplacement. Parfait. Il y a Simon qui avait une question. Il nous dit, j'ai un appartement loué en meublé que je pourrais vendre aux environs de 120 000 euros étant expat et n'ayant rien d'autre en France. Alors là, après, il nous met entre parenthèses, plus crédit lyonnais, inférieur à 25-30 000 euros, possibilité de financement. Donc, je ne sais pas si tu comprends la question. Simon, si vous voulez lever la main et je vous donne la parole, comme ça vous pouvez la poser à l'oral. Je crois que le sujet, c'est qu'il aurait donc 140 000 euros d'apport sur une opération, si je comprends bien. Si c'est le sujet, Simon, oui, on peut faire des choses. Il faut qu'on étudie la capacité à lever de la dette, donc la capacité d'endettement. On peut tout à fait le faire, contactez-nous et puis on vous dira ce que vous avez en budget maximum. Et après, il faut que vous voyez, parce qu'une chose, c'est de dire j'ai un budget maximum de X, et puis une autre, c'est de dire je suis à l'aise d'investir. Par exemple, je vous prends un exemple, peut-être que vous pouvez faire un projet à 500 000 euros, mais c'est peut-être mieux de le faire sur 2 projets où vous serez plus à l'aise que de faire un seul projet où vous mettez toute votre capacité d'endettement. Voilà. Donc, contactez-nous et puis on pourra étudier. Sur le lien. Julien. Parfait. Julien nous dit est-ce qu'être propriétaire ici au Canada d'immeubles à revenus nous pénalise pour investir en France? Les banques françaises semblent prendre en considération les dettes canadiennes, mais pas les revenus, puisque les immeubles sont insaisissables. C'est une bonne question. Oui, tout à fait. Effectivement, les revenus sont pris en compte pour moi. Ça va dépendre des banques. Il y a une analyse, mais effectivement, le taux d'endettement va inclure également les dettes que vous allez avoir à l'étranger, si tant est qu'elles soient visibles et qu'elles soient transmises aux banques françaises. Parce qu'elles n'ont pas forcément le moyen, selon les relevés de compte que vous allez transmettre, de s'en rendre compte. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le masquer, mais aujourd'hui, je sais que tout le monde ne dit pas tout sur des situations internationales pour essayer de débloquer des sujets de crédit immobilier. Donc, à voir et à creuser en fonction des banques en France. Toutes n'ont pas forcément le même fonctionnement non plus sur la prise en compte des loyers. Je vais vous prendre un petit exemple pour illustrer. Moi, tous mes biens quasiment, j'ai beaucoup de biens, quasiment tout est soit détenu avec ma compagne,
soit avec mon associé. Donc, je suis à 50-50 sur tous mes biens, on va dire. Quand je suis allé faire un crédit au Crédit Lyonnais, le Crédit Lyonnais m'a dit qu'il prenait que 50% des loyers entrants et 100% de la dette. Parce qu'il estimait, un petit peu ce que vous dites, que le risque de dette portait sur 100%, parce que j'étais caution, pas faux, et que par contre, les loyers ne prenaient que 50%. Donc là-dessus, j'avais un taux d'endettement qui était forcément très élevé, de 70% selon le Crédit Lyonnais. Une autre banque, le CIC, me disait que, en fonctionnant au différentiel, j'avais 5% d'endettement. Donc au même moment, dans une banque, j'étais à 70% et dans l'autre, j'étais à 5%. Les deux valeurs n'avaient aucun sens. J'étais plutôt autour de 25-30% d'endettement en vérité. Mais c'est pour vous illustrer que chaque banque a un fonctionnement qui peut être différent. Et qui plus est, le LCL m'a quand même financé, puisque même eux, avec leur taux d'endettement qui était stratosphérique, ils ont quand même considéré qu'en vérité, ça n'avait pas de sens. Et donc, ils ont accepté de me financer l'opération. Voilà, donc les banques peuvent avoir une certaine souplesse. La Banque de France recommence à dire aux banques de prêter sur l'immobilier, malgré les critères HCSF, et de prendre en compte le reste à vivre, ce qui n'était plus le cas. Donc, on devrait avoir un assouplissement dans les prochaines semaines avec la prise en compte d'un reste à vivre. Donc, ça devrait aider les personnes qui ont des revenus plutôt importants, qui, malgré le fait qu'ils sont à 30-35% d'endettement, ont encore un gros reste à vivre. Et donc, ça devrait débloquer beaucoup de situations pour nos clients investisseurs et notamment pour les non-résidents. Parfait. On a Patrick qui nous posait une question. Côté fiscalité, impôt foncier, prélèvement de solidarité, CSG, CRDS, quel est le taux moyen d'imposition à craindre? Aucune exemption possible. Dit comme ça fait peur. Alors, Romain, j'ai découvert qu'aux États-Unis, la taxe foncière, je ne sais pas si dans tous les États, est de 1% de la valeur des biens. J'ai rencontré des investisseurs à Los Angeles qui me disaient ça et j'étais choqué, quoi. Nous, la taxe foncière, c'est quasiment rien. Donc, en vérité, notre IFI, pour les gens qui ont un très gros patrimoine net, serait du montant de la taxe foncière US. Donc, on en parle des pays libéraux ou pas? Parce qu'on pointe du doigt la France, mais voilà. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, ce que vous aurez à payer, ça va être la taxe foncière qui est limitée. En général, à Paris, par exemple, ça va être un tiers de mois de loyer. Donc, c'est rien. C'est-à-dire que si vous encaissez 900 € de loyer, ce n'est pas calculé comme ça, mais moi, je vous explique que dans les faits, si vous encaissez 900 € de loyer sur un T2 ou 1000 € de loyer sur un T2, vous allez payer 250 à 300 € de taxe foncière sur votre T2, ce qui est rien. Annuel, hein. Pas mensuel, annuel. Donc, c'est zéro. Dans d'autres villes de France, ça peut monter jusqu'à 1 à 2 mois, voire parfois 3 mois dans des villes très, très populaires de loyer annuel. Donc, par exemple, si vous louez 500 € par mois un logement, dans certaines villes populaires, vous allez payer 1000 € de taxe foncière. Donc, il faudra que ça rentre dans le calcul. Mais ça reste très éloigné de la taxe foncière qu'on peut retrouver aux US, de 1% de la valeur du bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'IFI que vous allez payer, je crois que c'est à ça que vous faites référence, c'est quand on dépasse 1 300 000 € de patrimoine net. Le patrimoine net, c'est la valeur du patrimoine qui peut être minorée pour plein de raisons. Légalement, hein, on va pouvoir le minorer. Vous avez un bien qui vaut 1,3 million, on va appliquer des décotes parce qu'il est détenu en indivision, parce qu'il est loué. Donc, le fisc va accepter des décotes. Et il faut ensuite retirer tous les crédits en cours sur le bien. Et ensuite, vous avez le montant restant. Il faut que ce montant restant dépasse 1,3 million. Et là, on commence à payer. Effectivement, on commence à payer. Pour moi, ça reste un impôt qui est évidemment, personne n'aime payer de l'impôt, mais qui va rester raisonnable du fait de ce que je viens de dire. En revanche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous investissez massivement dans l'immobilier, comme ça peut être mon cas, il y a un moment, vous devez arbitrer. Vous devez revendre des biens et refaire de la dette. Voilà. C'est-à-dire que ça vous oblige à revendre un bien et racheter un autre bien de la même valeur à crédit pour remettre de la dette et donc limiter finalement votre impôt sur la fortune immobilière. L'État français vous oblige à ne pas conserver les biens si vous en avez beaucoup pendant très longtemps, mais les conserver jusqu'à avoir suffisamment amorti, puis arbitrer au bout de 10-15 ans et puis repartir sur des nouveaux projets. Et en faisant ça, on arrive à très bien s'en sortir. Je ne sais pas où Patrick habite, mais pour la CSG CRDS, il y a un article de French Morning qui en parle, comme quoi maintenant c'est reconnu, on peut le déclarer aux États-Unis comme un impôt, enfin comme quelque chose qui a déjà été payé en France. Donc voilà, je vous invite à taper CSG CRDS dans la loupe de French Morning en haut à droite. Il y a Claire qui nous demandait, est-ce intéressant d'investir dans le locatif saisonnier géré par des organismes tels que Pierre et Vacances qui prend en compte les charges
et la gestion. Et Donc je là, voulais juste dire, Marie, je vais vous donner la parole bientôt. Voilà. je dirais pas de mal parce que c'est vos clients chez French Morning. Je plaisante. Pierre et Non, non. Vacances, ouais, je crois Non, non, qu'on a non, mais je travaillé avec plaisante. eux. Ouais. Je ne suis pas sûr. Je suis pas là pour dire de mal de confrères. Le résidentiel, les résidences gérées, en général, mais je vous laisse faire vos recherches sur Internet, vous verrez qu'en vérité, le problème, c'est la revente. Quand vous allez revendre, souvent, il y a une très forte décote. Le gestionnaire, enfin, il y a plein de choses en fait. Le gestionnaire va pouvoir conserver le contrat et donc ou le résilier, c'est à sa seule discrétion. S'il souhaite poursuivre le contrat à échéance des 9 ans, vous n'aurez pas la possibilité de le résilier. Et si en gros ça ne lui rapporte pas d'argent parce que ça se loue mal, parce que c'est un mauvais emplacement, là il a le droit de le résilier de manière unilatérale et vous vous retrouvez avec votre bien. Et c'est à vous de le gérer. Souvent, vous devez baisser fortement le loyer, c'est ce qui s'est passé dans énormément de cas. Et lors de la revente, comme c'est des résidences gérées, c'est moins sexy sur le marché immobilier et vous vous retrouvez avec de fortes décotes. Donc souvent, et je le dis, ce n'est pas moi qui le dis, vous retrouverez des infos sur Internet, il y a eu des scandales. Ça va dépendre des gestionnaires. Je ne connais pas Pierre et Vacances spécifiquement et je ne me permettrai pas de parler de ce qu'ils font. Et ça va dépendre, j'imagine, chez Pierre et Vacances ou chez d'autres, de certains programmes. Comme dans tout, il peut y en avoir qui sont plus intéressants que d'autres. Mais en règle générale, c'est quand même moins intéressant que d'avoir un appartement qui peut être revendu à une famille, qui peut être revendu à des parents qui veulent l'acheter pour leur enfant étudiant ou qui peut être revendu pour faire du locatif. Vous avez plus de possibilités de sortie. Il y a Marie qui voulait poser une question. Marie, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, oui, merci. Je voulais vous demander, je vais à un moment donné hériter d'un appartement dans la banlieue toulousaine, à Ramonville-Saint-Agne. Toute ma fiscalité est en Angleterre. J'ai vécu toute ma vie professionnelle a été en Angleterre. Je ne paie pas d'impôts en France. Je voudrais essayer de voir si à l'avenir, quelles sont les implications fiscales, si vous voulez. Pas du côté héritage, parce qu'il y a eu une donation, mais côté sur les loyers ou sur la vente. Voilà. Oui, alors la problématique, c'est un bien que finalement vous avez hérité, donc qui est probablement déjà, il est loué actuellement le bien? Et voilà, il est loué meublé. Il est Ah, en loué meublé. meublé pour aider à payer l'EHPAD de ma mère. Mais à un moment donné, donc il va me revenir cet appartement en donation. Ma mère en a l'usufruit en ce moment, mais je voulais essayer de comprendre les implications fiscales. Alors sur les implications fiscales, vous allez avoir le choix selon le montant du loyer. Le plus intéressant sera probablement que vous fassiez du micro-BIC. Donc vous allez avoir un abattement de 50%. Ça se calcule avec un comptable. Donc il faudra, pour répondre plus en détail, peut-être que vous me fassiez un petit mail, que je vous mette en relation avec un comptable qui ne vous fera même pas payer, qui vous fera une consultation offerte si vous venez de notre part, et qui pourra vous dire ce qui est le plus intéressant dans votre situation, parce que ça va dépendre finalement de ce qui reste à amortir. J'imagine que vous n'avez pas de crédit dessus, que votre mère n'avait plus de crédit dessus si vous en héritez. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas d'intérêt d'emprunt à passer, pas de travaux à passer, sauf si vous faites une mise aux normes peut-être énergétique. Et donc vous allez vous retrouver avec un revenu imposable qui va être élevé, puisque vous n'avez rien à déduire dessus. Et c'est ça le problème. Donc là, il y a la meilleure option a priori, mais ça s'étudie, sera de passer sur ce qu'on appelle du micro-BIC. Vous allez avoir, par exemple, 1 000 € de loyer entrant et vous allez diviser par 2, il y a 50% d'abattement, et vous allez être imposé en France sur 50% de ces 1 000 € que vous allez toucher. Donc, vous allez payer un impôt qui va être de 20% plus 17, donc de 37% de ces 500 € si le loyer est de 1 000 €. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, en gros, vous allez supporter une imposition de 25% du loyer total. 37%, un peu moins même. 37% de 50%. Voilà ce que vous allez payer en termes d'impôts, plus la taxe foncière, bien évidemment. Ensuite, il faut regarder ce que vous allez payer en Angleterre. Donc, il y a des traités de non-double imposition. Donc, il faut regarder ce que vous allez payer en Angleterre. Ça va être ce que vous auriez payé en Angleterre si le logement était en Angleterre, moins ce que vous avez déjà payé en France. Donc, a priori, la fiscalité que vous allez supporter au total sera d'environ 20% du loyer total, à peu près, dans les grandes masses. Si vous voulez approfondir, vous pouvez nous faire un petit mail. Je pense que vous aurez le mail dans le replay et je vous mettrai en relation pour que vous puissiez creuser cet aspect. Il y a Alice qui avait une question assez complémentaire à ça. Elle nous dit « J'habite en Angleterre et j'ai contacté 2 professionnels qui m'ont dit que le LMNP n'était pas pour les non-résidents.
il semble que ce sujet dépend vraiment de l'interprétation des règles fiscales. Est-ce que tu as plus d'informations là-dessus? Alors, le LMNP est bien pour les non-résidents, hein, ça je le confirme. Il y a une limite, comme je l'ai dit, à 23 000 euros. Donc, si vous êtes en dessous, vous êtes LMNP. Ce qui va se passer avec l'Angleterre, d'ailleurs avec tous les pays globalement, c'est que vous n'aurez pas payé d'impôt en France sur vos LMNP ou LMP. Et donc, le pays de résidence a le droit, on n'est pas dans une double imposition puisque vous n'avez pas payé ici la taxe. Donc, le pays de résidence, en l'occurrence l'Angleterre, va appliquer son impôt moins ce que vous avez déjà payé en France, tout simplement. Donc là, vous allez effectivement supporter un impôt en Angleterre. Donc ça, il faudra voir avec votre comptable en Angleterre. Les systèmes fiscaux varient d'un pays à l'autre. Certains acceptent des amortissements. Tous n'ont pas les mêmes taux. Par exemple, aux États-Unis, il y a des systèmes d'amortissement qui sont différents de la France, mais qui sont quand même très favorables. Donc il faut tout simplement voir cet aspect-là. Mais je le confirme, le LMNP fonctionne, hein. Beaucoup de nos clients sont LMNP en étant non résidents. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parfait. En Angleterre, ah oui, aucun sujet. Ouais. Et pareil, je peux vous mettre en relation avec un expert comptable si c'est votre souhait. parfait. Il y a Philippe qui nous demande quel est le taux d'intérêt et apport minimum pour le financement d'un multifamily en France. Donc, multifamily, je pense que ça se traduit par immeuble de rapport, hein. Tout à fait. Le taux d'intérêt, ça va être le même, hein, que sur une opération classique. Si vous empruntez en société, c'est un petit peu plus élevé en général. On va être autour aujourd'hui de 3,5 à 4 %. C'est les taux qui se pratiquent aujourd'hui sur le marché. Et l'apport demandé va être d'environ, mobilisable, parce qu'ils vont vous demander en général de placer une partie. Donc, ce n'est pas que de l'apport, hein. Ils vont vous demander en général 20-25 % d'apport et 10 à 15 % de placement en contrepartie. Comptez 35 à 40 % maximum d'apport sur l'opération. Donc, ça dépend du montant de l'opération. Christian avait une question sur la limite. Est-elle de 23 000 euros par an ou au total? Par an et au total. Parfait. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs biens, en meublé, ça s'additionne. Si vous avez des biens en location nue et que vous avez un bien en location meublée, on va prendre que les loyers issus de la location meublée dans le calcul. Et si vous dépassez, vous devenez LMP. Ce n'est pas inintéressant, mais il y a plus d'impôts quand même que sur le LMNP, notamment sur la revente. Voilà. Il y a pas mal de questions fiscalité. On a une question. Proposez-vous des services pour ceux qui souhaitent investir hors des grandes villes, zones rurales, montagnes, et souhaitent faire de la location touristique courte durée? Alors, on est déployé, nous, en hubs régionaux. Donc, en général, quand on couvre une grande ville, on peut aller en dehors de la grande ville. Donc, on peut le faire sur du saisonnier. On n'est pas encore sur les stations de ski, hein, si c'est la question avec la montagne, malheureusement. Surtout que je suis savoyard, donc je dis malheureusement, mais on a le projet d'y aller. Mais néanmoins, on est à Grenoble et on peut faire des choses dans la région. Donc, la réponse est oui, on peut vous aider à faire des choses en dehors des grandes villes. Et on peut vous aider à préparer des biens qui soient prêts pour de la courte durée. On le fait pour des clients. Il y a Maria et Guillaume qui nous demandaient, niveau fiscalité, en tant que Français non résident, quel est l'impact des revenus BIC? Faut-il les déclarer aux US? Oui, il faut les déclarer aux US. Votre comptable US va faire un système d'amortissement, comme je l'ai dit, et il va calculer l'impôt qui a déjà été payé en France, l'impôt qui aurait été payé aux États-Unis, et après les calculs d'amortissement, voir si vous devez payer quelque chose aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a pas mal de clients aux États-Unis. On a un système d'amortissement qui est assez proche de la France. On passe beaucoup de choses en charge. Et donc, l'impôt est vraiment faible aussi sur les revenus locatifs français. Alice nous demande, donc avec ce que tu proposes, est-ce que le bien est autofinancé avec un apport de 30%? Autofinancé, donc ça veut dire en tenant compte de tous les frais notarial, emprunt, CFE, je ne sais pas s'il y a une CFE, comptable, impôt, taxe foncière. Oui, tout à fait. Si on est sur 8 à 9 % et que vous mettez un apport, oui, vous serez en ce qu'on appelle en autofinancement ou même en cash flow positif, il n'y a pas de sujet. Dans ces zones-là, clairement, c'est le cas. Juste parce que CFE, c'est quoi en fait? Cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe pour les locations meublées, mais qui est très faible, si tu veux. Donc, c'est vrai que j'en parle pas forcément, mais c'est très faible. À ne pas confondre avec la Caisse des Français de l'étranger, parce qu'on travaille beaucoup avec eux et c'est pour ça que j'étais là. D'accord. Julien, pour les exemples donnés, pour les rentabilités à 7 à 8 % brut et une mise de fonds de 30 %,
est-ce qu'on parle d'un cash flow positif ou juste un gain en capitalisation? Question assez similaire. Mais... Les deux, un cash flow positif plus un gain en capitalisation. Si, sur ces rendements-là, on est clairement en cash flow positif avec un apport de 30%, ouais, clairement. Alors, Eric nous dit, jusqu'à quelle heure peut-on prendre rendez-vous? Il est en Californie avec 9 heures de décalage. Alors, Eric, moi j'ai regardé. Certains jours, on a des horaires le soir. Je vais être un mauvais élève, je ne vais pas savoir répondre. Il faut regarder l'agenda. Si vous ne voyez pas de dispo, faites-nous un petit mail et on trouvera bien sûr pour vous. On trouvera pour faire un rendez-vous avec vous avec plaisir. Boaz nous dit, avec un budget global de 230 000 euros, quel sera le montant de dépôt éventuel que demanderait la banque? Avec un dépôt de... Est-ce que tu peux me relire la question, s'il te plaît? Avec un budget global de 230 000 euros, quel sera le montant de dépôt que demanderait la banque? Elle va vous demander un apport mobilisable, en tout cas, d'environ 70 000 euros. Un tiers, quoi. C'est ça. Et je le redis, il ne faut pas que vous vous disiez que vous mettez 70 000 euros d'apport. Ce n'est pas le cas. Une partie de ce montant sera investie sur des titres que vous choisirez. Donc, c'est comme si vous vous disiez, j'ai cette épargne. Peut-être que vous avez déjà de l'épargne qui est en bourse. Simplement, vous allez faire travailler cette épargne sur des titres financiers. Simplement, au lieu que ce soit dans une banque où vous êtes aujourd'hui, ça sera rapatrié dans la banque où vous faites le prêt. Ça ne change pas grand-chose. Les frais bancaires sont plus faibles en France en plus qu'aux États-Unis. Donc, après, vous serez gagnant là-dessus. Et en plus, ça va générer des intérêts. Ça va simplement permettre à la banque de gagner sa vie quand même, parce qu'elle va quand même prendre une commission sur les titres financiers que vous détenez chez elle, et de se garantir en prenant un nantissement dessus, si vous ne remboursez pas. Manuel, je sais qu'on a déjà dépassé le temps qu'on s'était donné. Est-ce que tu es encore disponible jusqu'à 10 ou 15? Ouais, on peut. Donc, Claire nous pose la question, dans une optique d'investissement retraite, est-ce mieux d'acheter en nom propre ou SCI car nous avons 2 enfants majeurs? Donc, dans une logique d'investissement retraite, ça va dépendre du type de projet. Si c'est un projet qui peut rester dans le seuil, par exemple, du LMNP, je vais vous conseiller plutôt ce régime-là. Si c'est pour faire un gros projet qui a une optique de transmission, je vais être plutôt favorable à monter une SCI à l'IS. Ça va dépendre. Il faudrait qu'on en parle un peu plus en détail. Voilà. Je vais essayer de prendre des questions qu'on n'a pas déjà posées. Christian, quelle est la meilleure banque qui comprend les situations des non-résidents? Alors, en général, ça varie selon la temporalité. Une banque qui est bien aujourd'hui peut être moins bien demain. Globalement, on travaille beaucoup avec la transatlantique. On travaille avec la Banque Palatine pour des plus gros profils. Et BNP a un département expat. Voilà, globalement, ça va être les banques. Alors, petit point aussi important, si vous avez déjà une banque en France ou une ancienne banque en France, où vous auriez toujours un compte, parfois on veut chercher ailleurs, mais c'est souvent le plus simple de démarrer par une banque qui vous connaît déjà et auquel vous avez un historique. Et toute banque est susceptible de vous prêter si vous aviez un historique chez eux. Donc, ne pas hésiter à commencer par se tourner vers des banques que vous aviez à l'époque. Et notamment les banques mutualistes. On peut avoir des clients qui se financent sur le Crédit Mutuel, CIC, des banques de ce type-là. Voilà. Alexandre demande une banque qui est OK avec les chefs d'entreprise. C'est dur de vous répondre, mais ça va être celle que j'ai citée. Ça va être la banque transatlantique qui va bien fonctionner. Ça peut être du BNP. Ça va dépendre de l'historique que vous avez sur votre business aussi. Si c'est un business qui vient d'être créé, même si vous êtes entrepreneur français, on ne vous prêtera pas les 2-3 premières années. Elles vont vous demander d'avoir au moins 2 à 3 bilans et puis d'avoir un peu d'historique, de comprendre la logique du business. Et après, il faudra amener des contreparties au sein des banques, prendre l'assurance habitation chez eux, faire des petites choses, mais qui vont leur permettre de gagner de l'argent aussi. Puisque sur le crédit immobilier, c'est un produit d'appel, elles ne gagnent pas énormément d'argent, c'est ce qui fait qu'elles n'ont pas beaucoup d'appétence. Une question qu'on ne t'a pas posée encore, je vois qu'elle est posée 2 fois. Combien ça coûte de travailler avec toi? Pas cher, ça rapporte beaucoup. Combien ça coûte? Ça coûte 8,4% du montant du projet.
Et ça va passer en charge. Donc, le coût après fiscalité va être d'environ la moitié. Comptez environ 5% de coût réel pour la délégation après la fiscalité. 5% donc, du coût de l'opération totale. Donc, achat, travaux, ameublement. Donc, sur tous les postes de l'opération. Et c'est inclus dans les budgets, les rentas qu'on vient annoncer. Hein. Donc l'objectif pour nous, c'est de vous faire gagner de l'argent en incluant notre commission, bien évidemment, dedans. Tu peux nous donner aussi les frais de gestion si derrière vous faites la gestion du bien? Alors, on commence à 5% de TTC en frais de gestion, des loyers encaissés, selon les formules, mais on commence à 5% en montant des frais encaissés, des loyers encaissés, pardon, annuellement. Alors, je vois aussi que la question a été posée pas mal de fois. Tous les webinaires de French Morning sont enregistrés, bien entendu. Donc, vous pouvez les revoir. Il suffit que vous soyez sur French Morning ou Maudit Français au Canada. C'est très simple. Vous êtes sur la page d'accueil de French Morning. Vous descendez tout en bas et là, vous avez tous les webinaires. Vous cliquez là et là, vous retrouvez tous les webinaires de French Morning. Voilà. Et il y en a d'autres avec moi. C'est beau. Voilà. On a des webinaires thématiques aussi, hein, je le dis. On a beaucoup de webinaires thématiques que vous pouvez retrouver soit sur notre site, sur les pages, soit en m'écrivant. Par exemple, aujourd'hui, c'était Toulon, avec un chasseur de Toulon et mon associé Michael. Donc clairement, de l'info, il y en a. Hein. Pour ceux qui s'intéressent, si vous avez des sujets spécifiques, n'hésitez pas à nous demander. On vous envoie les replays. Parfait. Karim nous demande, est-ce que les 1,3 million, je pense que c'est sur l'IFI, incluent les propriétés détenues à l'étranger ou seulement en France? En France. Seulement en France. Parfait. Alors, Patrick nous disait, ma question est relative au prélèvement de solidarité. Comment ça se passe? Comment la paie-t-on? Basé en Grande-Bretagne et envisageant d'acheter et louer un bien non meublé. Je ne comprends pas le prélèvement de solidarité, c'est-à-dire? Il y a un prélèvement de solidarité en France? Par rapport aux taxes qu'on a annoncées, non. Les taxes, ça va être la taxe sur les loyers, ça va être votre taxe foncière, ça va être l'IFI. Je ne vois pas le prélèvement de solidarité, ça serait lié à la CSG-CRDS, j'imagine, dans la question. Et effectivement, on la paye et c'est 17,3% sur les loyers après déduction des frais, des amortissements, des déficits. Donc voilà. Simon demandait, est-ce que vous chargez de la déclaration fiscale ou vous avez un comptable? Alors, on recommande un expert comptable spécialisé. Hein, ça coûte moins cher qu'un expert comptable classique qui a l'habitude de faire de la déclaration de location meublée. Et ça va coûter environ 500 € par an. Qui va passer également en charge, hein, comme tout, il faut que vous gardiez cette logique-là. Ça va coûter environ 500 € par an. Si vous avez plusieurs propriétés, à chaque fois, ça rajoute 80 € par propriété, je crois. Je crois que c'est 400, c'est même pas 500, c'est 400 € par an. Et ensuite, ça rajoute 80 € par propriété. Donc, c'est pas hyper coûteux. Et surtout que ça va venir là aussi passer en charge. Et il y a des dispositifs en plus pour récupérer une partie pour les résidents fiscaux français, mais là, vous ne serez pas concernés. Les résidents fiscaux français, 2/3 de ce montant-là est remboursé en crédit d'impôt du comptable, mais vous ne serez pas concerné par ça. Christopher nous dit qu'il n'arrive pas à prendre rendez-vous sur le site. Christopher, si vous voulez, vous m'écrivez un mail ou peut-être que tu as peut-être une adresse mail qu'on peut partager pour Christopher. Ouais, on peut mettre voilà. Mon mail. Hein. Si tu veux écrire emer@investissement-locatif.com, je ferai le relais auprès des bonnes personnes. N'hésitez pas à m'écrire. Si tu veux le mettre dans le chat, Romain. Ouais, je vais le mettre dans le chat. Voilà. Voilà. Il y a Maria et Guillaume qui nous disent qu'ils sont intéressés pour Amiens et Toulon. Est-ce que tu peux nous partager ton avis sur ces villes? Toulon, je l'ai dit, hein, c'est la ville qui est vraiment qu'elle vend en poupe. On me disait tout à l'heure, mon équipe me disait c'est le nouveau Marseille. On le voit hein, dans la rattrapage des prix, plus 13% sur un an, la ville qui a la plus grosse croissance. Et ça continue. On voit qu'on a une euphorie sur Toulon, donc effectivement, c'est intéressant. On arrive à faire des belles choses à Toulon. On a fait un webi aujourd'hui avec le chasseur qui nous représente sur place. Donc on pourra vous envoyer le replay. Et Amiens aussi, ville très intéressante. Contactez-nous et je vous mets en relation pour que vous puissiez voir les opportunités qu'on a sur les zones. C'est le plus simple. Et encore une fois, on vous demandera de signer un mandat
mais il n'y a pas d'engagement financier à ce stade, c'est gratuit. Donc, vous nous payez au succès en fait quand on a trouvé le bien. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. Last but not least, Xavier avait une question. C'est une question qu'on a eue sur le UK. Donc là, c'est sur le Canada. Donc, il nous dit, pour les non-résidents fiscaux en France, le LMNP peut avoir un impact fiscal sur le lieu de résidence fiscale au Canada. Savez-vous comment le LNTP est pris LNTP, je pense qu'il voulait dire LMNP ou LNTP, je ne sais pas. Je pense que LMNP est pris en compte par le Canada Revenue Agency. Je crois que tu as un comptable qui peut répondre à ça, non? Oui, j'ai un comptable qui va pouvoir répondre à ça. Après, qui ne sera pas spécialiste de l'imposition au Canada. Le mieux, c'est que vous puissiez demander justement la logique en fait fiscale selon les pays. C'est ce que je disais, c'est la non-double imposition. Mais effectivement, avec le LMNP, vous n'allez pas payer d'impôts en France. Donc, c'est la bonne nouvelle. L'État dans lequel vous êtes résident a sa propre règle fiscale sur l'imposition des revenus locatifs et donc peut vous appliquer un impôt complémentaire puisqu'il va considérer que vous n'avez rien payé en France et que si le bien était au Canada, vous auriez payé au Canada. Donc, il faut regarder la fiscalité canadienne. En toute franchise, je ne suis pas spécialisé. Le système américain à la limite, mais le système canadien, j'imagine, s'en rapproche, d'avoir des amortissements, des systèmes de passage en charge de choses. Mais je ne suis pas spécialiste, donc il faudrait demander plutôt à un comptable sur place au Canada. Si vous avez besoin d'un contact, on a plusieurs comptables avec lesquels on travaille pour Maudit Français. On peut vous donner les contacts et puis vous pouvez choisir avec qui vous avez envie de travailler au Canada. Allez, on a une question complémentaire et puis après on va te libérer parce qu'il commence à être tard en France. Question d'un auditeur anonyme. Comment trouvez-vous les biens? Payez-vous des frais d'agence? Alors oui, la plupart des bonnes affaires sont par agence. Nous, ce qu'on va chercher pour nos clients, c'est les meilleures affaires possibles, qu'elles soient par particulier ou par agence. On va regarder le prix global et ça va pas, c'est pas ça ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le prix de sortie et qui soit des côtés. Comment on trouve les biens? Par réseau. On va contacter des notaires, on va contacter des gardiens d'immeubles, on va contacter des agents immobiliers, on va parler à des liquidateurs, à des mandataires, on va parler à toute personne qui peut être à la source de bonnes affaires. Et ça, c'est le job de nos chasseurs immobiliers. On a 60 personnes sur le terrain qui chaque jour cherchent des affaires pour nos clients. Au sein des 200 personnes, on a 60 chasseurs immobiliers qui, toute la journée, font du réseau, offrent un café, un resto, quelque chose pour essayer de passer devant et de vous mettre sur les meilleures affaires du marché. C'est des gens qui ont un profil agent immobilier, qui connaissent le marché local, qui sont très souvent investisseurs à titre personnel aussi et qui sont là pour sourcer pour vous les meilleures affaires du marché. Et quand une affaire tombe, ils vont aller vérifier que ce soit intéressant, qu'on puisse le transformer. Si besoin, ils vont demander aux architectes au sein de l'entreprise: est-ce que tu penses que je peux faire cet agencement-là? Combien tu penses que les travaux vont coûter, etc., etc. Et à partir de là, une fois que c'est validé, on va vous proposer l'opération. Donc, par réseau, également sur les annonces qui tombent, on va scanner tout le marché. On a des outils développés par nos ingénieurs au sein de l'entreprise qui vont scanner toutes les sources de petites annonces avec des ratios, etc., pour être très réactifs dessus. Donc, on va chercher en off-market et puis sur le marché. Ce qui compte pour nous, c'est le résultat. C'est de vous permettre d'accéder aux meilleures affaires possibles après visite et vérification, bien évidemment. Merci Manuel. Tu es libre après 52 questions quand même. Et une journée, je crois, assez chargée. Ouais. Donc, merci encore de prendre le temps. Tu reviens trimestriellement et puis de temps en temps, tu quittes la France pour faire des petits roadshows. On avait été notamment ensemble à Miami, New York, Los Angeles, San Francisco récemment. Et puis, j'espère qu'on retournera aller vous voir localement ensemble. Donc, regardez les newsletters de French Morning. Toutes les infos sont à l'intérieur. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un prochain webinaire de French Morning Media Group. Bonne soirée, bonne journée. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.